Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Antonin André et Victor Hérault. Sébastien Lecornu se dit au travail et échappe à la censure sans parvenir à établir un véritable pacte de gouvernement. Écoutez la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui était satisfaite que le gouvernement ne soit pas renversé. Je pense que c'est important pour tous nos compatriotes que nous ayons une stabilité gouvernementale qui puisse s'installer et que nous puissions enfin démarrer les discussions du budget. Comme vous le savez, nos commissions travaillent. Nous serons dans l'hémicycle sur le budget dès la semaine prochaine et donc c'est important que nous puissions avancer et que nous puissions avoir les débats dans l'hémicycle sans vouloir être désagréable avec vous. Je vois beaucoup de débats sur les plateaux de télé. Moi, j'ai envie de voir des débats à l'Assemblée nationale. C'est ce que cela va permettre et c'est fondamental pour moi. Voilà, c'est toujours la faute des journalistes, on a l'habitude. Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, estime que le gouvernement est en sursis. Maintenant, la bataille du budget, ça va consister à faire en sorte que ce qui est sur le papier se concrétise et qu'on arrive à battre ces deux budgets qui sont absolument catastrophiques pour le pays, pour les Français, pour les assurés sociaux, pour les salariés, pour tous les travailleurs en général, et de faire en sorte que ce soit le plus vite possible pour que de nouveau se pose la question de la survie de ce gouvernement et donc d'une autre motion de censure. Autrement dit, j'estime que après le résultat de ce matin, ce gouvernement est en sursis, un sursis très court, et que la bataille finalement ne fait que commencer. Alors, résumons les choses à 19h33 sur Europe 1, Antonin André, Victor Hérault. On a 3 couloirs de nage, comme j'ai l'habitude de dire, 3 blocs qui s'opposent. On a une partie, et notamment la partie exécutive, le gouvernement, etc., qui disent, bon, maintenant on se met au travail. Et puis, on a les oppositions qui n'arrêtent pas de dire le gouvernement est en sursis, de toute façon il faut la dissolution, c'est ce que vous disiez à l'instant, Antonin, à Guillaume Bigot. Ils le disent moins. Oui, ils le disent moins. Mais donc en fait on a quand même... au problème s'ajoute un autre problème, c'est-à-dire qu'on a 3 blocs qui ne s'entendent pas, et dans ces 3 blocs qui ne s'entendent pas, on a 2 équipes, il y a ceux qui veulent bosser, mutatis mutandis avec ce qu'on a, c'est toujours pareil, vous faites les courses et puis vous n'avez pas ce que vous voulez dans votre recette, donc on fait quand même avec ce qu'on a. Et puis une autre partie qui vous dit bah non, parce que nous on a un autre dogme. Victor Hérault. D'ailleurs les éléments de langage sont très criants là-dessus. Il y a ceux qui disent l'impératif c'est que la France ait un budget, quel que soit ils ne précisent pas quel budget d'ailleurs, mais ce qu'il faut c'est que la France ait un budget en décembre. Ensuite, il y a ceux qui disent non, mais ce qu'il faut, c'est rebattre les cartes et c'est une dissolution. Et puis, il y a ceux qui vont encore plus loin et qui disent soit démission, soit destitution. C'est pas exactement la même chose, mais en tous les cas, qui disent Emmanuel Macron doit quitter le poste. C'est 3 visions différentes. Maintenant, la seule chose qui a changé dans ces 3 couloirs de nage que vous évoquez, c'est que le Parti socialiste est sorti du sien et est tombé dans le couloir de nage du centre, si on peut l'appeler comme ça, mais en tous les cas, de ceux qui veulent travailler à un budget. Sébastien Lecornu, si vous voulez, il a réussi à trouver la majorité qu'il cherchait, il l'avait dit dans son 20h, la majorité de la non-censure. Enfin, c'est tout. C'est tout ce qu'on a. Là, vous parlez des socialistes, mais qu'est-ce que vous diriez des LR ? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes tombés plus ou moins dans ce socle qu'ils avaient tenté de quitter, puis... Je veux dire, le problème des Républicains, c'est que l'intégralité du parti, de la base des militants, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de déchirer leurs cartes, je suis ça de très près, des militants jusqu'au sommet, c'est-à-dire Bruno Retailleau, en passant par tout l'état-major qui ont appelé à voter la censure, en passant par les responsables de fédération qui ont les pressions militantes, tous ces gens-là disent il faut quitter ce navire, il ne faut pas participer à ça. Les seuls, je dis bien les seuls, qui veulent participer à tout ça, ce sont les députés. Or, les seuls qui peuvent appuyer sur le bouton de la motion de censure, la vitrine entre guillemets des LR, c'est les députés. La seule chose que verront les Français, et en premier lieu les électeurs, anciens électeurs des Républicains, ce sont les votes des députés. C'est la seule chose qui compte aujourd'hui. J'ajoute qu'à mon avis, c'est la grossière erreur de Bruno Retailleau lorsqu'il a pris la présidence du parti à 75%. Il aurait peut-être dû à ce moment-là tuer Laurent Wauquiez lorsqu'il était à terre. Parce qu'en réalité, celui qui détient l'image des Républicains aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez. Mais c'est pas on ne peut pas tuer Laurent Wauquiez. C'est un immortel. Il a Antonin beaucoup André. de défauts, mais il a une qualité, c'est que c'est un homme qui se relève d'à peu près toutes les défaites et toutes les débâcles. Mais en tous les cas, ne pas lui laisser la présidence du groupe. Mais ce qui est vrai, c'est que pour les LR, c'est parce que une partie des LR disent d'ailleurs aux députés qu'ils ont tort, ils ont raison peut-être à court terme, mais qu'ils ont tort sur le long terme. C'est-à-dire que ne reste au bout d'un moment dans le combat politique et dans les choix tactiques que les convictions. Et que se défaire de cette conviction de la retraite, du report de l'âge de la retraite se paiera tôt ou tard. Donc même si les députés LR sauvent leur siège à court terme, c'est un argument qui peut s'entendre. Vous avez tout un tas de maires et d'élus et d'anciens qui leur disent les gars, ce vote-là, on vous le rappellera au moment de la présidentielle. C'est l'esprit de Munich. Exactement. On est prêt à tout pour éviter les dissolutions, mais le jour où il y a une dissolution, vous allez perdre. Or,
parmi les LR qui essayent d'alerter leurs amis députés, il y a des gens qui vont se présenter aux municipales, et après les municipales, il y a les sénatoriales, ce qui explique aussi que les sénateurs LR soient extrêmement remontés contre cette idée de s'asseoir sur cette réforme des retraites. Donc il est vrai que de toute façon, dans le paysage que vous décrivez, Pierre, ceux qui sont dans la situation la plus compliquée et qui risquent d'en payer très lourdement le tribut, c'est quand même les Républicains, alors même qu'ils avaient réussi à capitaliser jusqu'ici avec la présence de Retailleau au gouvernement. Donc il y aura forcément une recomposition politique derrière et des conséquences à ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, pour le reste, je suis un spectateur attentif et j'ai du mal à faire des prévisions parce que Sébastien Lecornu ouvre quand même une pratique du pouvoir qui est un peu un saut dans l'inconnu. Et c'est vrai que les députés, on sent qu'ils sont un peu déstabilisés par cette idée d'être forcés, finalement, d'étudier les objets budgétaires, de se prononcer dessus, en toute liberté. Mais ils sont intrigués aussi. Je pense qu'ils sont assez intrigués. Et d'ailleurs, le Rassemblement national qui disait dissolution, on l'a entendu, Guillaume Bigot dit, maintenant, le travail budgétaire commence, on va pas répéter dissolution matin, midi et soir, on va bien être obligé de se saisir des objets politiques et puis d'essayer d'amender le budget. Où tout cela mènera? Est-ce qu'il y aura un budget au 31 décembre? Moi, je me risquerai aucune prédiction parce que ce moment politique que l'on vit, au moins, il y a du mouvement. Et c'est quand même assez sain après des années de guerre de tranchées. Et Lucas, là, il y a du mouvement. Bon, c'est pas encore la panacée, et je ne sais pas où on arrivera, mais ça bouge. C'est pas si mal. Comment est-ce que vous expliquez que, en même temps, et c'était un débat que j'avais dans un grand rendez-vous avec François-Xavier Bellamy, où je lui disais, mais il y a cette espèce de spectre qui est toujours là de l'union des droites. Et comment est-ce qu'on arrive à faire l'union des droites? Et on s'était une petite joute verbale entre Bellamy et moi, en disant, moi je lui disais, mais en fait, il dit, on vote pour des idées. Je dis, j'entends bien les idées, mais les gens votent pour des étiquettes, pour des électeurs. Ils arrivent dans l'urne et ils ont des petits bulletins de vote avec des noms dessus. Donc il faut quand même mettre des noms. Là, comment est-ce que vous expliquez que, et vous avez raison tout à fait, Antonin André, je vous suis à 100% sur le fait que maintenant il faut avancer, il faut faire avancer ce pays d'une manière ou d'une autre avec ce qu'on a. Mais il y a cette espèce de culture française du nom, de l'étiquette, du nom du parti qui suit, et vous avez Éric Ciotti qui maintenant tend la main aux Républicains en disant « venez rejoindre l'UDR ». Vous avez pour la première fois le RN par l'intermédiaire de Jordan Bardella qui tend la main aux Républicains et qui se dit « tiens, on va peut-être s'organiser autour de ça ». Victor Hérault, comment est-ce que vous regardez ceci? C'est pour ça que vous vous souvenez du sondage l'IFOP pour Valeurs Actuelles qui dit que 82% pour les sympathisants des Républicains et 88% pour les sympathisants du Rassemblement national appellent à une coalition des droites. Et on a fait très attention en posant la question, en voyant le sondage à l'IFOP, coalition et non pas union. Pourquoi? Parce que l'union, ça sous-entendrait que tous les électeurs se mettent derrière. Il faudrait que dans tous les responsables politiques qui se mettent autour de la table, un seul porte le projet et que tous les autres acceptent de se ranger. Or, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur l'intégralité du projet et encore plus, à plus forte raison, les égos empêchent les uns et les autres de se retirer. Coalition des droites, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire, s'il y a une élection législative et que le Rassemblement national l'emporte de loin, mais pas suffisamment, que les LR gardent des postes, que l'UDR existe encore, peut-être que Reconquête existe également, peut-être Identité Liberté de Marion Maréchal, tous ces gens-là seront peut-être amenés à gouverner ensemble. Et on a préféré justement prendre dans l'union le terme justement de coalition plutôt que d'union pour effacer le côté égaux. J'ajoute dans ce que vous dites, Pierre, que vous parliez des étiquettes et des partis qui recouvrent des programmes quand même, mais là les Républicains perdent une très grosse plume. C'est que leur avantage comparatif sur le Rassemblement national, et ils aimaient le rappeler à longueur de journée, c'était, selon leurs mots, le sérieux budgétaire. C'était cette réforme des retraites. C'était mais ça se tout un tas. Là, oui, mais l'électeur LR se dit, qu'est-ce qui différencie l'électeur du RN de moi? Sauf que il y a quand même, on en revient toujours aux retraites, mais si vous faites l'union des droites, le programme des LR historiquement, et d'ailleurs c'est ce qu'on reproche aux députés, est orthogonal par rapport au projet du RN. C'est ce qu'on peut dire avec Éric Ciotti. Il y a quelques sujets structurants, c'est exactement, c'est le caillou dans la chaussure. Et d'ailleurs, Éric Ciotti, lors de son discours, a très peu mentionné le mot retraite. En effet. Parce qu'en fait, ce sujet des retraites, c'est quand même un peu l'ours l'éléphant dans le magasin de porcelaine, dont ni le RN ni ses partenaires ne peuvent parler, parce qu'en réalité, il y a un antagonisme très fort sur ce sujet. Donc, l'union des droites, on voit bien que c'est un mouvement qui est porté par beaucoup, Éric Zemmour aussi.
Après, il y a des sujets structurants qui vont quand même être compliqués à concilier entre les uns et les autres. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais ça passera par un aggiornamento assez sévère. On en saura peut-être plus le 30 octobre prochain, parce que c'est la niche parlementaire du RN, et là, forcément, ils sont obligés de dévoiler un peu plus en détail quel est le programme ou le contre-programme. D'ailleurs, ils annoncent un contre-projet de budget. Un contre-projet de budget dans lequel on regardera de près. On regardera d'ailleurs la première ligne de ce contre-budget qui sera évidemment la ligne de la retraite. Est-ce qu'il s'aligne sur la proposition avortée ou suspendue de 64 ans, ou est-ce qu'il calcule les annuités? Je crois que c'est plutôt ça chez eux. Il calcule les annuités quel que soit. Je veux dire, on voit bien ce qu'il y a de mortifère dans cette réforme des retraites et dans ce dossier des retraites, c'est l'âge. On est arc-bouté sur l'âge. Alors qu'en fait, ce sont les annuités qui comptent. Alors que c'est les annuités qui comptent. Et d'ailleurs, les gens partent pas du tout à l'âge légal. Si vous commencez à bosser à 25 ans, c'est pas pareil. Pourquoi parvenir à un système par points ou un système d'annuités qui est clair pour tout le monde et à la limite à la carte? Mais peut-être que... On espère d'ailleurs, on pourrait poser un cierge pour que tout le monde se mette d'accord. À l'occasion de la campagne des présidentielles, je pense que ce sera... Mais pas parce que en mettant de la capitalisation dedans. Quand on parle d'élections, d'alliances, etc., on voit toujours l'Assemblée nationale. Mais n'oublions pas que les Républicains sont quand même majoritaires par rapport à ce qu'ils représentent. Ils sont surreprésentés au Sénat, et que le Sénat est très important également dans les discussions, que ce soit budgétaires ou de n'importe quelle loi d'ailleurs. Donc, c'est là que je ne comprenais pas pourquoi le Rassemblement national chargeait autant Bruno Retailleau et les Républicains. Il y a un moment, il va falloir qu'ils pensent à une alliance, notamment vis-à-vis du Sénat. Le Sénat, ça, je rajoute une chose, c'est qu'on va bien se marrer avec le Sénat, parce que entre ce que disent les députés LR et les sénateurs LR, alors là, c'est totalement abyssal. Et les sénateurs qui sont d'habitude assez planqués et discrets, là, sont sortis au front pour dire il faut censurer.